Depuis plus d'une dizaine d'années, tu m'arrêtes si je me trompe, Mbarak, il développe des formes et des gestes pour aborder la question de la race, souvent absente dans les discours sur l'art au Maghreb. Son œuvre rend hommage aux gestes des artisans, aux mains noires qui façonnent la matière, donc les potiers, les forgerons, les poètes. Et il poursuit une réflexion sur le travail manuel, la mémoire et les relations entre l'Afrique, la diaspora et le monde. Jean-François Boclet, artiste martiniquais, qui vit et travaille à Paris. Son œuvre déploie une poétique du reste, de la fragilité, de la répétition. Il utilise des matériaux modestes, donc des sacs en plastique, des bananes, des tissus, des objets du quotidien, pour interroger la mémoire coloniale et les affects postcoloniaux. Ces installations sont souvent marquées par le geste répété, jusqu'à l'épuisement, et elles maintiennent les traces de ce qui disparaît. Donc avant de donner la parole à Jean-François et à Mbarak, je voudrais d'abord commencer brièvement par définir les termes de ce débat, non pas dans l'idée de les figer, mais pour ouvrir un champ de sens. Je ne vais pas revenir sur l'étymologie du mot, mais réparer, c'est un mot qui circule aujourd'hui dans des registres très multiples, le politique, l'affectif, l'écologique, l'artistique, mais il demeure profondément ambigu et il faut encore s'arrêter sur ce que le mot réparer induit. Donc réparer, c'est vouloir refermer, penser, mais c'est aussi peut-être vouloir maîtriser la blessure et la rendre partageable, dissible, et représentable surtout. Et dans le champ des arts, il ne s'agit pas seulement de remettre en l'état, de remettre à neuf ou une chose abîmée, mais et ce n'est pas un simple retour à l'avant de la blessure. Et c'est vraiment ça, c'est le nœud que j'aimerais qu'on aborde aujourd'hui. Elle désigne plutôt, et c'est important de le rappeler, une structure juridique, une structure binaire. Donc le mot présuppose un agresseur, une victime, un tort et un dédommagement. Autrement dit, il y a cette logique de responsabilité imputable, une logique de cause à effet, où la blessure appelle une compensation. Est-ce que l'art se place donc dans cette économie-là, ou est-ce qu'il s'agirait plutôt de déplacer cette scène de la dette vers une scène de la relation ? Et donc là, on serait dans un travail actif sur les traces du dommage, dans des gestes de réinscription, dans des gestes de réinvention, et parfois même de refus. La question de la réparation, elle induit d'autres questions aussi. Donc, qui répare ? Est-ce que c'est l'artiste qui répare, l'institution, la communauté ou celui qui regarde ? Qu'est-ce qu'on répare au juste ? Que répare-t-on ? Les objets, les imaginaires, les liens, et surtout pour qui répare-t-on ? Pour le public local, pour le regard global, pour la mémoire postcoloniale, ou alors peut-on imaginer une réparation peut-on imaginer une réparation qui ne soit pas politique au sens visible, mais plutôt une réparation discrète. On parle et là je parle de la micro-histoire, du soin discret, d'une continuité du sensible. Je ne veux pas trop m'attarder, mais pencher sur sur les questions que la réparation induit, mais je tiens quand même à souligner un cadre tout droit venu des sciences humaines, qui est un paradigme qu'on a un peu hérité depuis les années 80. La notion de la réparation même s'est vraiment imposée comme un paradigme. Et aujourd'hui, dans le champ des arts visuels contemporains, elle a acquis une portée critique. Les textes d'exposition parlent de justice réparatrice, ils parlent de réparation symbolique, de la politique du care. Et c'est vraiment des tentatives qui
qui ont pour dessein de déplacer la notion de soin vers une politique du relationnel. Or, nous vivons dans un monde où l'exigence de la réparation et de la restitution a pris une portée... pardon, est-ce que vous m'entendez quand même? A pris une portée mondiale, alors même que les blessures de l'histoire ne se referment pas. Donc, les blessures coloniales, raciales, écologiques, elles ne se referment pas, elles se déjouent, elles se déplacent. Et là, je parle des guerres, des migrations forcées, des génocides passés et présents, l'effondrement du vivant, la précarité sociale. Toutes ces choses-là composent une géographie de la fracture où le mot réparation revient comme une promesse fragile. Il y a donc tous ces débats, toutes ces nouvelles pensées autour de la réparation, mais il y a également, et j'aimerais le souligner ou plutôt le formuler clairement avant de vous passer la parole, une distinction importante à faire entre la réparation telle qu'elle est pensée aujourd'hui en Occident, donc une réparation qui concerne le sortir de l'anthropocentrisme, étendre l'agentivité au non-humain. Donc c'est vraiment une réparation d'ordre plutôt écologique, post-humaniste quelque part, qui vise à tracer les chemins d'un monde plus respectueux du vivant. Et pour moi, c'est une réparation qui est centrée sur la dette morale et une réparation telle qu'elle est conçue dans nos contextes, dans les contextes africains et postcoloniaux. Donc une réparation qui vise l'historique, le mémoriel, le politique. Donc une réparation qui est centrée sur la continuité, et la dignité et la réappropriation du monde. Donc c'est vraiment deux paradigmes ou deux conceptions de la réparation qui me semblait importé de souligner. Et j'avais dit que j'allais pas trop m'épancher sur la question ni accaparer la parole. Mais voilà, donc je voulais d'abord poser ces termes-là pour qu'on puisse ensemble interroger la réparation comme un champ de tension et non pas comme, ou plutôt comme une manière d'habiter le monde autrement, pour revenir sur le thème du salon. Donc la première question que je vous pose, ça serait quel est le geste réparateur pour vous? Qu'est-ce qu'un geste réparateur pour vous et quelle forme il prendrait dans vos pratiques respectives? Donc, je vous l'adresse à vous deux. Bonjour. Je voudrais d'abord rapidement, chaleureusement, remercier l'équipe qui nous a réunis aujourd'hui ici au Maroc, à Oujda. Je pense entre autres à Jalal El-Hakmaoui et Jalil Benani, les commissaires du salon. Alors, un petit préambule. Déjà, sur la question des réparations, je suis martiniquais, et en tant que personne, la question des réparations financières est vraiment une question à l'ordre du jour pour moi. Parce que historiquement, il a été organisé le fait qu'on ne réparerait pas le fait colonial. Et le fait est un mot bien faible. Donc si je viens d'une terre, la Martinique, comme mon continent marqué par le génocide des peuples autochtones, par la traite de l'esclavage des Noirs, la colonisation européenne, je viens aussi d'une terre qui n'a jamais cessé de créer, de chanter, de cuisiner, d'aimer, de danser, malgré ses blessures abyssales.
un de mes grands questionnements est comment l'humain a pu survivre à la barbarie coloniale, comment il s'est maintenu puissamment humain. Ça, c'est la vraie question de ma vie, qui parcourt tout mon travail. Alors, à propos de la capacité réparatrice de l'art, après avoir dit cela, donc si l'art envisage l'abysse que je définirais par ce dont l'humain est capable sous son jour le plus sombre, il nous permet aussi d'envisager comment survivre ensemble à cet abysse. Je crois vraiment que la réparation par les arts, ce n'est pas effacer les blessures, c'est les rendre visibles, partageables, supportables ensemble. La réparation par les arts, c'est aussi une question politique. Mes œuvres parlent de l'esclavage, de la plantation, du racisme, de la colonisation qui continue sous d'autres formes. Réparer, c'est dire nos mémoires comptent, nos vies comptent, nos voix comptent. Bonjour tout le monde. Je suis grandement content d'être ici et je remercie tous les gens qui sont derrière cette organisation. Et je suis très content de vous retrouver tous les deux ici. Donc, je m'appelle Mbark Bouachichi, je suis artiste visuel marocain du sud du Maroc. J'insiste sur le sud du Maroc parce que ça a beaucoup joué dans ma pratique, c'est-à-dire un positionnement. Assumer une géographie, c'est une manière d'écriture, c'est une manière d'écrire sur un monde qui est supposé être aujourd'hui et construit en tant que marge. Mon travail est autour de questionnement, une grande question. Qu'est-ce que ça veut dire être noir aujourd'hui au Maroc et en Afrique du Nord. Et dans ce sens, en fait, je suis très intéressé par des éléments qui ont un peu déclenché ma pensée et ma pratique. Je pars du constat que la désobéissance est un moteur essentiel qui m'a emmené par la suite à une forme de désapprentissage, comme une forme de révolte, qui m'emmène par la suite à une manière à créer mes propres outils de la destruction. Et je suis persuadé en fait que le propos de l'être humain, c'est la destruction avant qu'il soit une construction. Je suis homo sapiens. Je l'assume par le geste, la collecte. Je suis berbère. C'est une condition qui me permet en fait un confort de trébucher, de reprendre les gestes anciennes, d'appartenir à ces sociétés qui sont marginalisées par cette configuration géographique d'aujourd'hui. J'ai marché et je pense avec les pieds et je marche avec les gens. Je marche avec les gens parce que je ne crois plus au nord et au sud. Je ne crois pas à un est et un ouest, mais je crois à ces fleuves, à ces coulées de fleuves, à ces points de rencontre, à ces moments où les gens se rencontrent et se posent. Ils montrent leurs blessures. Les blessures, c'est à montrer, c'est à assumer. C'est comme la poussière qu'on peut toujours traîner dans notre poche. La réparation, je crois que c'est un processus. C'est un processus aujourd'hui, malheureusement, où il est récupéré dans une sphère politique, mais je crois que c'est un processus très simple qui réactive nos relations juste avec les objets, la vie, le mot, le geste, le motif. C'est sortir en fait et c'est rejoindre ou retrouver ces formes de circulation. Nous sommes condamnés en Afrique du Nord à circuler entre trois grosses bibliothèques. Une bibliothèque arabo-musulmane, une bibliothèque coloniale et une bibliothèque post-coloniale. C'est à nous de retrouver en fait ces formes de circulation en réactivant d'autres manières. Du coup, je crois que la réparation est quelque chose de très à poétiser en fait. Tu parlais de cette réactivation. Comment est-ce qu'elle prend forme de manière artistique, justement? Quand je parlais tout à l'heure de gestes réparateurs, je vais expliciter mon propos. Quelle stratégie
visuel ou autre se met en place, se déploie dans vos travaux? C'est le mauvais micro. On va prendre le bon alors. Vas-y, à toi là. Alors, le bon. C'est compliqué. Bien, j'ai envie de croiser autant une de mes pièces, une de mes performances que j'ai réalisées en 2018 à Miami, et un de mes rares maîtres qui s'appelle Helio Oiticica, le Brésilien, qui est un peu le père de l'art contemporain en Amérique latine. Il y avait aussi Lydia Clark, bien évidemment. Et Helio Oiticica, je pense à ses parangolés. Et bon, je ne suis d'aucune influence, parce que je ne peux pas concevoir un travail qui soit influencé. Mais je vois cette parenté entre lui et moi, parce que c'est un peu, voilà, c'est une figure pour moi. Donc cette performance, elle se fait dans la joie politique. En fait, on voit ça sur mon WhatsApp, pour ceux qui ont mon WhatsApp. J'ai un vêtement que je me suis fabriqué pendant un mois, un vêtement qui vient des masses de carnaval, qui recouvrent le corps. C'est des bandelettes de papier de soie que je trempe dans de la peinture jaune, et je vais m'en vêtir en faisant des bandelettes, un masque à bandelettes. Et je vais proposer au public à Miami, une centaine de personnes, à participer. Bon, une trentaine vont participer à une performance participative et avec des pancartes. Je vais leur donner des pancartes avec ma poétique, parce que j'écris aussi, depuis mes 15 ans, j'écris de la poésie. Depuis 2021, j'écris de la prose, en plus. Et là, on va célébrer étrangement le cyclone de force 5. Parce que je suis caribéen. Ben, on peut affronter le cyclone de force 5. On en a bon, c'est nouveau quand même, hein, cette dimension-là, le 5. Mais les 4, on en a vu beaucoup. Et on sait se les prendre dans le visage. Mayotte a eu un cyclone, je pense, de force 5, hein. Ils se sont fait raser. C'était horrible. Mais ils n'étaient pas prêts à recevoir un cyclone. Et puis bon, Mayotte a une telle quantité de bidonvilles que ça a été effroyable. Et donc je vais célébrer avec le public du politique, de la joie, un propos aussi sur la banane, parce que je suis en jaune, banane, régime de banane. Il faut savoir qu'en Martinique et en Guadeloupe, Paris et nos grands planteurs ont utilisé sciemment un pesticide qui nous tue. On a le plus fort taux de cancer de la prostate au monde, en Martinique et en Guadeloupe. Et c'était su ça, depuis 1975, puisque les États-Unis ont interdit l'utilisation du chlordécone. Donc, voilà ma façon d'aborder quelque chose autour de la réparation, toujours du politique, de la joie. Et le parangolé, alors, le parangolé, c'est du côté d'une réparation et d'une réinvention du lien social. Je pense à ce parangolé, là, à ce propos. Et il faut savoir que le contexte d'apparition du parangolé est capital. 21 ans de dictature militaire au Brésil, de fortes inégalités sociales, un racisme puissant envers les populations autochtones, envers les Noirs. Donc, les parangolés sont des sculptures sociales, donc pour vous en dire plus, sont des sculptures sociales qui étaient entre autres activées, elles prenaient tout leur sens
dans ce moment d'activation dans la favela. Il allait toujours dans la même favela de Rio de Janeiro. L'artiste choisit ici de créer avec les habitants des favelas qui sont hautement stigmatisés, avec les habitants et pour eux. Donc, ce sont des capes, des drapeaux, des bannières, abris portatifs, faits de tissus, de plastique, de couleurs vives. Mais surtout, ce sont des œuvres activées par le corps. Elles prennent sens que lorsqu'elles sont portées, dansées, exposées dans le mouvement. Le spectateur devient auteur. Il entre dans l'œuvre. Il l'incarne. Donc, peut-être qu'avec ces parangolés, on voit qu'à partir d'une situation politique très dure, de stigmatisation de personnes, quelque chose va sortir du côté d'une joie et du côté d'une expressivité très puissante. Voilà. Je travaille beaucoup avec ce qui est appelé artisanat, en fait. Et je crois vraiment que le mot artisanat est quelque chose qui est arrivé dans les bagages du colonialisme pour faciliter, en fait, un transfert de rapports sensoriels avec ce qu'on peut fabriquer, ce qu'on fabrique avec nos mains. Quand je travaille avec les artisans, j'invente un autre langage. Je ne suis pas un artiste. Je suis plusieurs mains. C'est un espace de négociation où je récupère en fait l'oralité. Je récupère l'humain. Parce que tout travail fait main est un travail qui est similaire mais il est singulier. Et ça ressemble beaucoup à l'être humain. Ça ressemble à ce que nous sommes tous. Il y a tout un exercice comme ça dans lequel je retrouve toujours ces formes de réparation. Je travaille beaucoup avec des objets que j'ai connus dans mon enfance, que je vois aujourd'hui dans des musées, avec un autre discours. J'essaie de les sortir et leur donner un autre discours. Et par ceci, je pense en fait la manière avec laquelle on deal avec nos contemporaneités ou notre soif de la modernité, en posant la question sur la forme et le contenu, changer le contenu, inverser les choses. C'est des manières, c'est des exercices que je retrouve en fait aussi avec un personnage qui a joué un rôle essentiel dans ma vie et dans mon désapprentissage, c'est ma grand-mère. C'est une femme qui m'a emmené à regarder, qui m'a emmené qui m'a transmise des choses que l'école ne m'a jamais transmises en fait. Ces formes de révolte douce, c'est-à-dire comment toucher quelque chose, comment ramener de la poésie en fait, inscrire de la poésie. Cette forme en fait où on choisit des mots et on les sème comme des graines en fait. Il marche ? Oui. Je ne sais pas qui fonctionne le mieux. Oui, c'est bien celui-là, merci. Voilà. La réparation du micro. Imminent, oulala. Alors, on a parlé de poésie réparatrice, on a parlé de langage, de la nécessité de... Ça vous va ? De la nécessité de réinventer un langage. Mais la réparation dans ce sens-là, elle présuppose une communauté d'écoute. Donc, comment est-ce qu'on peut réparer si le langage même est brisé ? Ou comment est-ce qu'on peut réparer si le langage est brisé ? Et là, je reviens sur la question sur ce que vous disiez tout à l'heure sur la poésie. Donc, quel rapport peut-on tisser entre la poésie et le geste réparateur ? Bismillah. Vous m'entendez Allah. ou... Test.
Le contexte dans lequel j'ai évolué est un contexte d'oralité, d'oraliture. Il y a un proverbe amazigh berbère qui dit une journée que j'arrive pas à inscrire dans un vers de poésie, c'est comme si une journée que j'ai pas vécue. C'est-à-dire cette idée en fait qui m'amène aussi à- au pluriel. C'est comme la notion du témoignage. Je crois que la notion de témoignage n'est jamais individuelle, elle est collective. Et la poésie sert comme lien social pour ponctuer des gestes. Je parle de sociétés qui sont appelées aujourd'hui des sociétés agraires, qui ont leur propre calendrier, qui ont leur propre cycle, qui maintient des gestes et qui les maintient dans la liaison et pas dans la séparation comme elles sont perçues en fait. Parce qu'on ne pourra jamais échapper à cette idée qu'on est encore des sujets d'anthropologie, qu'on est regardé, mais c'est dans la séparation. On n'est pas regardé dans la liaison. Et même le silence, il est très très important en fait. C'est le champ de l'écoute. C'est le champ où on réactive les liens dans une autre logique de respect, de transmission, de prise de parole, de plein de gestes en fait. En fait, j'ai l'impression que la civilisation est une grande machine qui avance comme ça, mais qui est dans l'exclusion. Elle exclut des gens, elle exclut d'autres réalités. J'ai fait l'exercice en fait de marcher dans des contextes, dans des colombos au Brésil, récemment à Madagascar, au sud de la Tunisie, en Mauritanie. Et de plus en plus, j'ai l'impression que j'appartiens à un territoire et j'appartiens pas à un pays. Parce que c'est pas l'idée en fait que je découvre des choses qui correspondent, mais je découvre juste les choses qui ont les traces d'un passé en fait où la circulation était plus fluide, était plus facile. Et quand je rencontre des communautés noires, je me sens en fait adopté. Je suis dans une forme de glissement. C'est là où il y a cet exercice de l'écoute. C'est là où il y a ce silence en fait. Je peux pas. En fait, il y a quelque chose qui m'a toujours étonné en fait. Même en physique, on parle du corps noir comme un corps en fait qui absorbe. Et le corps noir est un écho de quelque chose. Il peut nous rappeler des choses. Il peut nous rappeler, via la joie, via la poésie, la souffrance et le traumatisme qui l'accompagnent jusqu'à aujourd'hui, en fait. J'espère que je vais Ça marche. J'espère que je vais répondre à la question. J'ai un doute. En fait, je pensais à quand je suis arrivé à Paris. En fait, je suis pas arrivé, on m'a transbordé à Paris. Une séparation entre ma mère et mon père, et hop, on m'emmène. Et ça a été pour moi une rupture civilisationnelle. C'en est là. Parce que la Martinique, c'est une civilisation. Et nous sommes une civilisation bien distincte de celle de l'Hexagone. Et c'est là que mon travail de poésie s'est déclenché. Mais c'était du côté de la survie. Parce que j'aurais pu devenir fou. Et d'ailleurs, suite à ça, entre guillemets, je mets beaucoup de guillemets, ma mère est devenue folle. Et pas moi. Moi, je suis devenu artiste. Et le travail de poésie m'a poursuivi, ne m'a jamais lâché. Actuellement, j'ai une exposition dans la région parisienne à Malakoff, où sur de grands murs, j'ai inscrit ma poétique. Ça s'appelle entomologie poétique, parce que dans les navires des 10 découvreurs, des conquistadors, il y avait toujours des scientifiques,
des botanistes qui devaient un peu contrôler le monde, jusqu'aux insectes. C'était une obsession, hein. Et donc ça me parle, ça. Et donc j'épingle au mur des lettres qui constituent des phrases. Donc c'est frais dans mon esprit, donc voilà, je vous en parle. Mais voilà, en tous les cas, le poétique m'a sauvé. Du côté d'une possible réparation. Je pense garder mon... Ok. Non, il fonctionne toujours pas, si? Non. On va l'oublier. Et rester sur celui-là. Alors on parle de récits, de poétique, mais de récits réparateurs. On parle de récits réparateurs, merci. J'ai envie de souligner une contradiction dans cette réparation-là. Elle vient par le fait même, par l'action même de réparer. Donc, réparer, c'est déjà interpréter. Et dans l'interprétation, il y a un risque d'effacement. Donc la question à laquelle je veux arriver, c'est comment est-ce qu'on peut naviguer cette ambivalence qui est là, présente dans le risque de réparation même. Comment... alors vous disiez tout à l'heure, tous les deux, qu'il n'était pas question d'effacer la blessure, mais plutôt de la mettre en exergue. Comment est-ce qu'on peut penser cette logique du pansement dans cette invention d'autres récits? Est-ce qu'en inventant des récits, on les déplacements, est-ce qu'on n'efface pas déjà le réel? Juste pour répondre, rapidement répondre à cette question, je pensais pas vous le dire, parce qu'en fait c'est une phrase que j'ai écrite il y a très longtemps, bien avant qu'on parle de réparation dans l'art contemporain, il y a très 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 longtemps. J'avais écrit « On ne revient pas de loin, il n'y a pas de réparation ». Et dans le « on ne revient pas de loin », évidemment, il y a toute l'histoire de mon américanité. C'est ce loin-là, ce lointain-là dont je parle. Moi, surtout, en fait, je vais parler du pouvoir et de l'autorité du mot. Et des mots, en fait, ces qualifications, en fait, et ce champ qui est ouvert encore à inventer d'autres mots, en fait. Le fait d'inventer d'autres mots, en fait, soulage, en quelque sorte, et crée un rapport décontracté avec ce qui est marqué, ce qui est posé, en fait, et l'humaniser, en quelque sorte. Je vais parler d'un projet que j'ai fait récemment, en fait, et qui a commencé à me mettre sur une voie, en fait. J'ai constaté, en fait, qu'il y a trop de victimisation. Et cette victimisation est un frein à l'émancipation. Peut-être qu'il faudra réécrire l'histoire dans laquelle on assume un passé. Je vois que toutes les blessures aujourd'hui liées à l'Afrique, elles sont exportées dans d'autres contrées. On parle de plantation, mais on parle de plantation en Martinique. Mais au Maroc, c'était le plus grand producteur du sucre au XVIe siècle. Il y avait eu des plantations ici. Le Maroc est un pays qui est présenté historiquement comme un pays empire. Du coup, il y a du colonialisme interne dedans. Il y a un rapport qui est à clarifier, à assumer, en fait. Dans ce replay, cette nouvelle, en fait, cartographie de l'Afrique du Nord, qui se veut blanche, loin du reste du continent. On était des colonisateurs. C'est comme ça qu'on va pouvoir voir le monde autrement. J'ai fait un travail, c'est une bibliothèque composée de petits
ont crié, sur lesquels j'ai décomposé un texte, un poème de Ahmadou Baba Timbuktu. Ahmadou Baba Timbuktu, un érudite du Mali actuel, qui a été emprisonné au Maroc, exilé au Maroc. Et le Maroc, c'est lui qui lui a appris à écrire en arabe. Et le Maroc l'a réduit en esclave. Je crois qu'il y a des histoires comme ça où il faudra assumer des choses pour pouvoir se réparer. Merci pour cette perspective, Mbarak. Il faut le rappeler. Et c'est important que la traite négrière, ce n'est pas uniquement un mouvement entre le continent à partir de la porte du non-retour jusqu'aux Amériques, mais qu'elle a quand même, qu'elle a beaucoup sévi en Afrique du Nord. Et c'est des histoires qui sont tues. Pour revenir sur ce que tu disais tout à l'heure, Jean-François, tu voulais chiffrer la dette de la Martinique. Oui. Donc, ce chiffrage-là, il interpelle fortement l'histoire de l'esclavagisme au Maroc et en Afrique du Nord, dans le sens où aujourd'hui il est réduit à ce qu'on appelle a game of figures, un jeu de chiffres. Donc, puisque le nombre a été moindre que le nombre global de la traite négrière, on le relègue aux oubliettes de l'histoire. Donc c'est une part de notre histoire qu'il va devoir assumer, réparer. On ne sait pas quelle forme de réparation ça peut prendre. Mais je voulais revenir sur sur justement ces histoires traumatiques très lourdes. Comment est-ce qu'on peut réfléchir à une forme de réparation qui vienne d'ici, qui soit bien située. Parce que la réparation jusqu'à aujourd'hui, elle reste associée à ou plutôt tributaire de cette compulsion vers l'inventaire, compulsion de comptable qu'on connaît aujourd'hui. Je ne sais pas si mes propos sont très clairs, je peux les expliciter davantage, mais elle est tributaire d'une forme de justice ou plutôt d'une tendance j'arrive pas à formuler cette question clairement, vous m'excuserez. Mais voilà, du logique de chiffrage. Donc comment est-ce qu'on peut sortir de cette vision-là et réfléchir à une réparation qui ne soit pas asymétrique. J'allais dire hégémonique, voilà, merci. Il faudrait m'aider un peu. Un peu, oui. Comment ça peut être formulé ? Oui, parlons plutôt de la symétrie persistante dans la réparation. C'est toujours des formes de réparation qui viennent d'ailleurs, sur les tempos de l'Occident, sur les rythmes de l'Occident. Quand il s'agit de traumas aussi lourds, comme ce qui s'est passé en j'ai envie d'être du côté du trauma. Bon, c'est vrai que il faut s'imaginer que nous sommes une terre qui a connu le génocide des autochtones, l'esclavage des Noirs, et continuum colonial oblige, nous avons même droit au chlordécone, qui a bouleversé notre rapport à l'Hexagone.
C'est sur ça que je voulais revenir, mais ça a vraiment bouleversé dans la tête des Martiniquais et des Guadeloupéens le rapport à ce pari qui a osé nous faire ça. Jouer avec nos corps, avec nos cordons ombilicaux, puisqu'il y a du chlordécone dans les cordons ombilicales. Jouer avec les enfants, parce qu'ils ont des troubles cognitifs graves. Les femmes ont des cancers, etc. Parce qu'il faut savoir, je ne l'ai pas dit, mais sur la question des réparations, j'ai un rapport un peu spécial, parce que à l'abolition de l'esclavage, dans les colonies françaises, enfin de Caraïbes, les colons se sont fait rembourser du coût, excusez, on met des guillemets, du coût des esclaves. Dans l'intégralité. C'était ça le deal. Il faut quand même le faire. Et donc leur fortune s'est refaite. Hop là. Et il faut savoir qu'en Martinique, du coup, ils sont toujours dominants. Bon, là, je fais un peu d'histoire et de présent. Ils sont toujours les milliardaires de la Martinique. Ils ont été très aidés par la France. Mais les Noirs, non. Ils n'ont pas eu de réparation, eux. Et chez nous, on a cette conscience-là de cette inégalité, de ce rapport hautement asymétrique, mais en même temps, c'est la colonie. Il n'y a pas d'égalité dans la colonie. Pourquoi on traiterait les Noirs de la même façon que les Blancs colons? Il n'y a pas d'égalité. Au Maroc, on est champion du monde dans l'utilisation du mot tolérance, qui revient souvent dans les discours. Et tolérance est un non-sens, c'est un non-mot. Et dans le parler marocain, il n'y a pas d'équivalent au mot racisme. Ça veut dire qu'il y a un déni et une justification, en fait, un jeu entre visibilité et invisibilité qui est maintenu, et voire même invisibilisation. J'étais confronté depuis mon petit âge à la question de quelle origine, toujours, qui est secondée par une autre question, mais de quelle origine? J'essaie d'inverser la chose et de dire que je suis là, en fait, et demander à l'autre, lui poser la même question, en fait. Je suis né dans une société, dans une oasis, où à 95% on était noirs. Immigré dans le même pays, parce que mes parents ils ont bougé avec un bagage qui est différent, un habillement différent, etc. La rue m'a fait comprendre que je suis noir. Et jusqu'à maintenant, je justifie. Mais pour anecdote, mon premier voyage à ce qui est appelé aujourd'hui l'Afrique subsaharienne, c'est quelque chose que je dis sur un temps de rigolade presque. J'étais au Sénégal et c'est la première fois que j'étais invisible. Je fondais dans la masse. J'appartenais à tous. Et c'est quelque chose que j'ai jamais eu auparavant. Ouais. Alors, la question de tout à l'heure, elle vient de se cristalliser à travers les mots de Saadia Hartman. Je vais essayer de la traduire, mais il y a une expression qui me revient en tête et c'est « The violence of recovery is that it restores, but in the image of the recoverer ». Donc, la violence de la réparation est qu'elle restaure et répare, mais à l'image du restaurateur. Et c'est vers ça vraiment que ma question tendait tout à l'heure. C'est que ce pouvoir cette asymétrie
dans la réparation où d'autres entités ont le pouvoir de définir la blessure et la manière d'y répondre à la fois. Donc quelque part, la réparation, si on ne l'interroge pas, elle peut reproduire cette même asymétrie qu'elle prétend dépasser. Voilà, c'est... Alors, vous avez répondu partiellement. J'aimerais parler de la possibilité d'une réparation située. Donc, Ou en dehors de ces... oui. C'est pas réparation, je crois pas qu'on a un mot précis en arabe. Ouais, non, non. Et ça veut dire beaucoup de choses en fait. C'est qu'on avance et on cultive et on continue à cultiver le silence. Tout en faisant aussi, en assumant une sorte de chantier, laboratoire, à expérimenter qu'est-ce que la modernité justement. Et c'est là où on accueille encore des notions qu'on n'a pas réfléchies nous-mêmes déjà avant. Parce que il y a beaucoup de dini, il y a beaucoup de non-dits. Il n'y a pas d'écoute. Parce qu'on a tourné le dos en fait à une montagne ici au Maroc, qui a le pouvoir de garder des choses. Et derrière cette montagne, il y a quelque chose qui peut nous rappeler ce qu'on est. On s'est réduit dans des espaces urbains, laboratoires, vitrines, à ne pas poser réellement des questions qui nous concerneraient tous si on voudrait fabriquer ensemble en fait un projet qui ressemblerait à la mosaïque et que nous ressemblerait quoi. Je ne sais pas si je réponds à la question. Mais je ne sais plus lequel, mais il y a un mot qui m'a plu là, enfin dans l'idée que vous avez amenée tout à l'heure. Oui, mais il y avait quelque chose d'autre. Bon, et je crois qu'il y a toute une... Bon, j'y vais. Il y a toute une économie de la réparation. Et comme il y a une injonction à réparer, mais dans un certain sens, puisqu'il ne faut pas réparer financièrement, il faut bien réparer autrement. Alors nous, les artistes, nous devons être très vigilants, parce qu'on peut être convoqué de ce côté-là. Bon, je ne vais pas utiliser ce mot, mais... Oui, j'osais pas. Non, mais bon, il y a cette injonction donc à réparer, à aller dans cette direction-là. Parce que, comme je disais tout à l'heure, il y a un total blocage organisé pour d'autres types de réparations. Voilà. Merci. Merci pour cette ouverture. J'aimerais justement parler des écueils que vous devez éviter pour ne pas tomber justement dans la marchandisation du trauma. Parce que le glissement se fait vite et l'art contemporain aujourd'hui est friand de... Le terme est mal choisi, mais friand de cette exaltation de la blessure, du trauma. Donc, en tant qu'artiste, comment vous vous positionnez par rapport à ça, d'autant plus que vos pratiques se positionnent dans des contextes transnationaux? Ben, pour ma part, je n'ai pas choisi. Non, je ne dirais pas les choses comme ça. Mais friand du trauma, non, je peux voir à quoi ça correspond.
Mais aux Antilles, on parle de la blesse. La blesse, la blessure. Mais on dit en créole la blesse. Et c'est un mot très important pour nous. Et on a beaucoup de respect pour ça. Parce que, vous savez, quand on est d'une société qui est globalement marquée par l'esclavage, je le signale, en Martinique, Guadeloupe, il y a un vrai respect de cette mémoire-là. Ce sont nos ancêtres, on les célèbre de façon différente, chacun les célèbre de façon différente. Et le mot blesse ne va pas dans le sens de ce que vous dites. Le mot blesse, c'est quelque chose que on ne peut pas ne pas. Moi, par exemple, j'ai dû commencer mon travail d'artiste à 25 ans, mais dans la difficulté la plus totale. C'est-à-dire qu'à l'époque, tout sujet décolonial dans l'Hexagone était honni. Ah ben, je l'ai fait quand même. Eh ben, j'ai fait ma carrière à l'étranger, puisqu'en France, on ne voulait pas de moi. Et je l'ai commencé via, ça s'est fait comme ça, un projet sur l'esclavage colonial, avec le compositeur Thierry Pécou et le pianiste Alexandre Tarot. Et on a donné c'est une exposition et un concert. Thierry a composé une œuvre magistrale d'1 heure qu'il a enregistrée chez Eon, au label Eon. Et on l'a donné en Amérique latine, en Europe et un peu en Hexagone, mais pas trop. Mais en fait, c'était mon préambule. Je devais y passer. C'était important pour moi, parce qu'il faut savoir que dans ma vie, il ne m'a pas été conté toute cette histoire-là. Aux Beaux-Arts de Paris, on m'a dit, Jean-François, mon prof, je vais taire son nom, il m'a dit, tu es martiniquais, on le sait, tu n'as pas à en parler. C'était dans les années 90, c'est dur ça. Parce qu'à partir de là, qu'est-ce que je fais moi? Qu'est-ce que je fais chez toi? Qu'est-ce que je fais aux Beaux-Arts? De ma part, c'est un combat à l'intérieur, en fait, dans lequel je prolonge les questions et j'essaie toujours d'éclairer sur des éléments, en fait, des réalités que je connais et qui ne sont pas visibles. Genre, traiter une question, par exemple, de cimetières séparés, comme réalité, cimetière de blanc pour blanc et cimetière pour noir, qui est une réalité dans le sud marocain, et je connais les endroits, etc. Mais soulever une question pareille, en fait, ça dérange ici, par exemple. Soulever une question d'invisibilité ou invisibilisation de communautés noires. Au nord du Maroc, presque à 15 km de la Méditerranée, existent des communautés noires. À Khandaq al-Rihan, Boudra. Le nom de leur village ne figure sur aucune carte administrative marocaine. Et de mon interprétation, que c'est une histoire de marronnage, mais on n'a pas de mots pour qualifier ça. C'est quelque chose qui ne rentre pas dans notre pensée, en fait, et qu'on n'a pas encore abordé. Voilà. Mais merci, hein. Excusez-moi, je suis impatiente, mais c'est tout à fait passionnant. Vraiment, merci beaucoup pour tous ces échanges avec Shahrazad. Mais alors, je voudrais revenir déjà sur une chose, sur ton travail, ton premier travail avec la musique. C'est que le premier élément de réparation, c'est la musique. D'ailleurs, c'est un élément dans la résistance. Ça passe pas de... Justement, les tambours interdits, les instruments interdits, etc., à la Martinique, en Guadeloupe aussi, c'est quelque chose qui... Mais je voulais revenir sur... excusez-moi, parce que c'est des questions qui me
qui me passionnent et sur lesquels j'ai travaillé. Je crois que, en fait, le cadre, c'est que les débiteurs se font passer pour des créanciers. Ça, c'est la situation coloniale et post-coloniale. C'est toujours le discours du créancier, c'est-à-dire de celui qui a donné, il a donné l'hôpital, il a donné ceci, il a donné cela, il a donné, etc. Et c'est ce que tu évoquais justement avec ces indemnisations de colons. Et puis il faut penser à la dette que Haïti a été forcée, sous peine d'être détruite, a été forcée de payer à la France. Mais moi, je crois que, justement, une fois qu'on a compris l'économie de la dette, dans lequel le débiteur se fait payer se fait passer pour un créancier, c'est typiquement donjuanesque. Eh bien, il y a 2 dettes, je crois, de notre côté, c'est-à-dire du côté des anciens dominés, c'est ce qui nous est dû et ce que nous devons à nous-mêmes. On a une dette envers nous-mêmes. La réparation, je vois par exemple, et je considère que vous, comme artiste, c'est une réparation à l'égard de vous-même, non pas à l'égard du moi, mais de vous-même, d'un jeu qui est un jeu élargi, avec une affirmation et une imposition de la première personne. Et ça, c'est déjà un geste, je le dis philosophiquement, c'est un geste qui est majeur, ça consiste à pointer le doigt sur les 2 types de cimetières, ça consiste à pointer le doigt sur l'importance des morts de la veillée et des cimetières à la Martinique, etc. Je ne veux pas monopoliser la parole. Oui, ce n'est pas une question nécessairement, mais peut-être après cet enrichissement, peut-être une réflexion. La question de la réparation est peut-être d'une telle ambiguïté, ce que tu viens de dire. À un moment, elle réifie, transforme en chose des groupes dits victimes. Et puis de l'autre côté, c'est une chose aussi, le groupe du débiteur, comme tu le dis. Il y a peut-être une remarque. La première, elle était dans votre question. À quel moment ça ne devient pas une mode pour les artistes que nous sommes, écrivains ou pas? Dans la mesure où, en général, le destinataire, c'est celui qu'on pointe du doigt comme étant le réparateur. L'art a quand même une destination, c'est vers les mêmes. À quel moment ce n'est pas une récupération, une marchandisation même, une sorte de marchandisation à la mode des concepts ou des paradigmes qui, au fond, ne renvoient quand même à ce qui a déjà été dit. Je vais dire, l'école de Francfort, pour quelqu'un qui lit les philosophes, mais ça a été déjà dit. C'est un peu comme Averroès disant que la religion interprète faiblement ce que la philosophie a déjà dit. Moi, ce qui est parfois relativement gênant, et en ce sens, votre intervention est vraiment nourrissante, c'est que à partir du moment où on essentialise des gens sur la base d'une douleur partagée, on oublie les fractures qui traversent la société concernée. Le Maroc, ce que vous dites, si on part de l'idée, il y a le colon, il y a ceci, on oublie quand même que c'est un royaume avec une richesse incroyable dans son histoire. Et son histoire, elle est aussi
l'histoire d'un royaume où le noir n'est pas perceptible à première vue comme un Marocain. Je ne suis pas sûr que si vous vous baladiez avec moi dans la ville, quelqu'un saurait que je suis étranger et vous Marocain. Je veux dire, à partir de ce moment-là, qui repart quoi? Et à partir de ce moment aussi, à quel moment on pense quand même aux dynamiques même des douleurs. Nous sommes nés de peut-être de douleurs. Nous venons de sociétés qui avaient quand même leur propre dynamique, qui n'étaient pas non plus moins violentes. Et nous avons construit nos identités à partir de ces blessures, de ces dominations. Et pire, pour moi c'est le pire, hein, si nous en sommes à discuter de la réparation, c'est justement parce que nous ne sommes pas des anciens dominés, nous sommes des dominés. Si nous avions pu dépasser la domination, tous ces discours n'auraient aucun sens. Le vrai problème des questions de réparation, c'est comment des dominés, réfléchissant dans le cadre de concepts élaborés par le dominat, demeurent des dominés. La Martinique, ce que sont des sociétés dominées. Jusqu'à présent, rien n'a changé en Guadeloupe. Mon épouse est guadeloupéenne, je connais le problème de la Guadeloupe. Ce sont des sociétés qui traversent des fractures où, quand on arrive quand même en Guadeloupe, chez moi par ma femme, ou en Martinique, on a même de nouvelles fractures où, par exemple, le noir haïtien devient un problème. Donc, on ne le dit pas puisque c'est très simple de Martinique et métropole. Mais les noirs haïtiens, moi j'ai vu quand même en plein jour des gens se lever en Guadeloupe, brûler les magasins des Haïtiens qu'ils veulent chasser de leur île. Donc, à quel moment ces concepts de réparation nous permettent de parler de nos sociétés dans leur devenir actuel? Voilà. Merci beaucoup à vous trois et particulièrement Madame Zahi pour le cadrage des termes que j'ai trouvé extrêmement pertinent pour poser la discussion. Et dans la continuité de ce que disait Samy, en fait on ne peut pas réparer, on ne peut pas commencer à recoudre une blessure si le couteau est encore en train de se planter. En fait, je pense que c'était le sens de votre question. C'est-à-dire, c'est même pas une question d'asymétrie ou de terme du colonisateur. C'est qu'en fait, nous vivons dans une société coloniale qui continue de coloniser, qui continue de génocider, qui continue d'esclavagiser. Le marché aux esclaves, c'est encore une réalité en 2025. L'appropriation des terres, c'est encore une réalité en 2025. Et donc, dans ces termes-là, tant qu'on est dans une société qui est coloniale, capitaliste, patriarcal, anthropocratique, comme vous l'avez très bien aussi défini, les termes même de réparation ne sont absolument pas sur la table. Et je pense que effectivement, il y a cette question de la difficulté de ne pas tomber dans un marché d'art ou dans une contemplation stérile de nos œuvres adonnées au regard blanc, au white gaze, au male gaze. Mais en même temps, le rôle de l'artiste, c'est aussi de s'extraire du système économique, c'est de se soustraire à tout ce qui peut être sous les logiques de l'argent, de la rentabilité, de l'immédiat, et au contraire, justement, de proposer quelque chose qui soit ce que vous avez fait. Là, on s'est arrêté, on a discuté, on a fait cette magnifique déambulation poétique. Et en fait, ces petites soustractions, ces petits espaces de respiration qui sont peut-être le début, le tout début de retirer le couteau avant même de réparer la plaie. Merci beaucoup à vous. En parlant justement de gaze, quand je parlais tout à l'heure de marchandisation, je ne parlais pas uniquement de marchandisation au sens mercantile, mais il y a c'est une économie et que je vois. Et moi, je la vois particulièrement dans le contexte nord-américain. Dès qu'il s'agit d'introduire surtout la photographie africaine, pour prendre cet exemple-là, on parle de imperial gaze.
Et là, on est dans un serpent qui se mange la queue, mais en permanence, on répète et on rabâche l'idée de confronter le regard à travers la photographie africaine, par exemple, dans l'idée de sortir ou de se réapproprier nos corps, de sortir du regard occidental, du regard colonial. Et the imperial gaze, aujourd'hui, est une notion qui a tellement été... on l'a vidé de son essence, tellement on l'a usé. Donc, c'est... Je vous donne la parole. C'est-à-dire que la marchandisation, la commercialisation, si je puis dire, c'est-à-dire ce qui introduit une règle dans les échanges, y compris une règle d'asymétrie, c'est de vider justement les mots de leur sens. C'est ce qu'on voit dans le commerce. Et les mots ne veulent rien dire. Le concept, ça veut pas dire concept. Ce sont des étiquettes. Et c'est pour ça qu'il me semble que ce qui a été montré, mais c'est la façon dont je conçois, moi, ce que j'appelle la réparation cosmétique. Pas pour dire que c'est rien du tout, parce que cosmétique, ça renvoie à l'esthétique. Hein. Le cosmétique, c'est la peinture, c'est les couleurs, etc. Cette réparation par les artistes, en fait, j'emploie une référence poétique justement à Césaire, c'est retrouver la saveur de soi. Mais quand quelqu'un, justement, retrouve, parce que tu parlais de joie, Jean-François, toi tu parlais de ce qu'il y avait justement, de ta grand-mère, etc., on retrouvait une saveur de soi, c'est déjà la transmettre. Parce que c'est ce qui fait, il y a une transmission en fait, il y a deux types de transmission. Il y a une transmission verticale qui est celle de l'héritage, avec tous les problèmes que génère évidemment la transmission. Mais ce qui est intéressant dans l'art, c'est que c'est une transmission qui n'est pas diachronique, elle n'est pas historique, elle est dans le présent. Et cette transmission, elle se fait justement entre contemporains. Et sinon, on ne serait pas intéressé par l'art, on n'apprendrait pas des choses de l'art. Moi, comme philosophe, par exemple, j'apprends beaucoup de l'art. C'est en voyant le travail d'artiste que j'élabore l'idée d'une réparation cosmétique que je ne considère pas comme insignifiante, même s'il reste des couteaux plantés dans des plaies. Mais ça n'est pas rien. Ça n'est pas rien du tout, ça nous importe, parce que c'est ce qui nous donne de la force. Comme quand quelqu'un s'est échappé, il nous donne, comment dirais-je, il stimule l'imaginaire d'une issue, d'une sortie, d'une échappatoire, d'un quilombo, etc. Et je pense que, justement, pas chez tous les artistes, loin de là, parce qu'il y en a qui sont plus commerciaux que d'autres, eh bien, il y a des espèces de quilombos, c'est-à-dire des espaces que produisent les artistes, que les espaces que créent les artistes par leur travail. Je ne parle pas du marché, de l'exposition, mais les œuvres elles-mêmes, même si on les voit de façon privée, et qui nous portent, parce que chaque travail peut constituer un été, en fait, pour la confiance et la saveur. L'idée. Oui. Alors, c'est intéressant cette idée du quilombo, de l'espace de respiration. Mais est-ce que c'est suffisant, justement? La réponse est non. Mais est-ce que c'est des espaces qui sont à même de...
On a besoin de ces poches-là pour pouvoir faire le travail qu'on fait. Oui. C'est un début. Mais c'est historiquement... Non, mais je vous en prie. Historiquement, ça fait des décennies qu'on parle de réparation. Une vingtaine d'années dans les sciences humaines, au moins. Et loin d'être pessimiste, mais d'un point de vue strictement herméneutique ou épistémologique, je ne vois pas beaucoup d'issues. Je monte dans un travail de translation, dans un travail d'entreprise. Parce que ce n'est pas une solution. C'est pas que la... Merci. Ce n'est pas que cette réparation-là est bien, mais ça n'est pas la solution. Mais la solution, on n'en a pas. On n'en dispose pas. Donc en fait, on ne peut faire que ce qui dépend de nous. On ne peut pas ce qui ne dépend pas de nous. Il y a l'océan de ce qui ne dépend pas de nous. Et puis il y a la mer intérieure ou le lac ou de ce qui dépend de nous. Et ça permet quand même de gagner du terrain. Et on l'a vu par exemple avec la littérature, heureusement aussi, parce que je voudrais quand même relier les arts et la littérature. Heureusement aussi qu'on a les écrivains qui nous permettent d'avoir des prises. Parce qu'on a une prise, et quand on a une prise, s'il faut escalader, eh bien, ça nous donne une autre prise, etc. Et ça nous permet quand même, je parle pour moi-même, d'avancer. Et sans cela, ça serait l'adversité. Voilà. Donc, ça diminue le coefficient d'adversité. C'est comme s'il se produisait des alliances et des liaisons qui sont intempestives, en fait. Elles ne sont pas attendues et elles ne sont pas socialement construites non plus. Excusez mon pessimisme, il vient d'un certain... Je disais, excusez mon pessimiste, il vient aujourd'hui de présence prolongée dans le contexte états-unien aujourd'hui et dans le contexte de l'université. Donc c'est aux États-Unis, c'est un peu américain, c'est très compliqué en ce moment. Alors, l'une des questions, j'ai pas envie de détourner la conversation. J'aime beaucoup cette direction-là, mais je voulais uniquement pour remettre le spotlight on the artist, je voulais qu'on puisse discuter aussi des objets, puisque vous deux travaillez à partir de l'objet même. Et donc, il y a, pour sortir des clivages, la tradition européenne, la restauration de l'objet versus nos traditions locales où on met en exergue justement la réparation. Je n'aime pas le terme objet trouvé pour toutes ces associations, mais vous travaillez justement à partir d'objets de la vie quotidienne, on va dire. Donc, quel est ce rapport quel rapport on pourrait établir entre l'objet et la réparation dans vos travaux? Oui, objet trouvé, oui, moi non plus, je ne m'y retrouve pas. Sachant que les sacs plastiques, j'ai une installation avec des sacs plastiques, ils sont achetés 100 000 fois. Achetés. Il y en a 100 000. C'est vrai que je ne suis pas tellement dans la récupération ou l'objet trouvé. Donc je suis d'accord avec vous. L'objet et la réparation. Ma pensée m'avait emmené bien loin de ça. Entre l'écrit et la réparation. C'est vrai? Je peux. En fait, je me suis réparé avec l'écrit. Et parce que j'écris aujourd'hui des chroniques. C'est vraiment ma vie chroniquée heure par heure. J'ai écrit tout à l'heure. J'ai dit que je venais ici. Et avant, j'ai envie de dire, j'habitais à Paris. J'allais mal. Je n'aime pas Paris. Je n'ai jamais aimé Paris.
Paris ne m'a jamais aimé. Je m'entends. Je suis un artiste qui n'a pas été convoqué sur la scène de l'art dans l'Hexagone. L'international a fait le job. Et donc, j'ai quitté Paris et je suis allé à Bangui. Je ne sais pas si ça vous parle, Bangui. Bangui, c'est un mot d'argot de la Côte d'Ivoire. Bangui, c'est Paris. Et depuis, en fait, je n'arrivais pas à écrire à Paris. Je n'arrivais pas à écrire à Paris. C'était un lieu de tension, je dirais pas de souffrance, non, de tension, de malaise. Et depuis que j'ai nommé ces chroniques de Bangui, tout est devenu possible. Mais je n'ai pas fait que ça, parce que j'y compte mes sorties la nuit dans un bouge, ce qu'on appelle un clandestin, qui est ouvert 24 heures sur 24, ce qui est totalement interdit à Paris. Personne ne dort là-bas, 7 jours sur 7, c'est ouvert. Et c'est fréquenté uniquement par la communauté africaine, quelques Antillais comme moi. Et puis sinon, j'y parle aussi de mon atelier, où je reçois des personnes qui sont mes amis maintenant, beaucoup des sans-papiers, des personnes en rupture. En fait, on est un groupe d'amis constitué à 30 mètres de mon atelier dans la rue. Et donc parfois, certains viennent et on fait de gros repas. Parce que la dimension culinaire est importante. Donc je me suis vraiment, via l'écrit, je me suis vraiment réparé. Grâce à Bangui. Oui. Ouais. Très intéressant. Oui, parce que avant, je ne pouvais écrire que depuis ce que j'appelle depuis mai sud. Et il faut savoir que j'ai quitté la Martinique, je n'y vais plus beaucoup, on ne m'y invite pas. Qui s'en étonnera? Non, on ne m'y invite pas. Et du coup, quand je suis dans mes suds, eh bien, dans des petits détails, je vais retrouver, même dans un caniveau, l'odeur d'un caniveau, c'est formidable. Je me souviens d'un dernier caniveau à Douala, près du marché, donc du costaud, hein, marché aux légumes, aux poissons, au poulet. Et ça m'a rappelé mon pays. Et j'étais heureux. Donc avant, j'écrivais, ces choses-là me permettaient d'écrire. Les chroniques de Mamoudzou, les chroniques, plusieurs chroniques comme ça, les chroniques de la possession à La Réunion. Et enfin, maintenant, je me suis... disons que quand je suis à Paris, je ne trouve pas le mot. Voilà. Sur ce mot. Non, c'est pas que si je me répare vraiment, mais je crée, je crois, j'invente des prétextes en fait. L'objet est un prétexte en fait pour ouvrir le dialogue sur quelque chose. Je crois que les musées ethnologiques aujourd'hui, les pavillons, c'est une suite un petit peu de ce qui étaient les expositions coloniales en quelque sorte. Et je vois souvent ces objets amputés et ces objets qui supposent en fait être une introduction ou créer l'image d'un pays
précis géographiquement, très géré, etc. Et on oublie en fait que l'objet, il voyageait. C'est le résultat en fait de cette circulation, de ces rencontres. Et malheureusement, on le réduit aujourd'hui, tu vois, à des débats, des faux débats sur le motif. Ce motif est marocain ou ce motif est sénégalais, etc. Tandis que les motifs, ils ont circulé, les objets, les gestes, ils ont circulé, ils sont les mêmes partout en fait. Je pense beaucoup à ces objets et j'ai souvent l'impression que la seule solution, c'est pas de poser des questions sur la restitution, parce que la restitution en soi-même, c'est un autre piège, je crois. Je crois que si on continue de fabriquer les mêmes choses qu'on faisait, si on continue en fait de les faire jouer dans la même danse collective, si on continue en fait de les... Je ne sais pas si on peut s'éloigner de cette idée de musée en fait, qui de plus en plus, je la vois se poser dans des contextes comme les nôtres et qui crée une distance en fait, et que je trouve insensé même en fait. À quoi ça sert un musée en fait pour le tapis au même moment qu'on a des tapis qui se fabriquent encore, et à quoi ça sert de présenter un tapis comme une tapisserie et pas horizontalement, il amputait en fait de sa fonction. Je crois que c'est des choses en fait qui changent un peu violemment nos imaginaires et nos rapports avec ce qu'on fait et ce qu'on fabrique. Voilà, c'est comme ça que je vois la chose. Allô, vous m'entendez? Oui, j'allais dire, en entendant Zahid tout à l'heure parler de son pessimisme, j'allais dire que je partage très largement ce pessimisme habituellement. Que je parle de la décolonisation des savoirs, des réparations, ouais, j'ai toujours comme une sorte de sentiment de pessimisme par rapport à tous ces sujets-là. Mais de temps en temps, j'adoucis ou j'atténue ce pessimisme en imaginant certaines choses ou en me posant certaines questions. Par exemple, l'une des questions que je me pose, c'est de savoir à qui est-ce qu'il appartient de se décoloniser, à qui est-ce qu'il appartient de faire la réparation. Qui répare qui? Du coup, moi je considère la réparation non pas comme une revendication. Il n'y a pas pour moi à revendiquer la réparation. Il y a à se réparer. Tout court. Ça me fait penser d'ailleurs à ce que disait le célèbre écrivain Wole Soyinka, disant que le tigre ne proclame pas sa tigritude. Il saute sur sa proie. Il saute, tout simplement. Et j'ai encore été conforté dans cette vision des choses, justement en entendant Jean-François, disant qu'il s'est réparé lui-même par son travail. Il s'est réparé en allant s'installer dans les marges, en Bangué, là-bas en Côte d'Ivoire, en Koulouloune, en regardant les caniveaux, etc. C'est ça qu'il a réparé. Donc, du coup, ça me fait penser un peu à ce qu'on appelle les subalternes. Les subalternes peuvent-ils ou peuvent-elles parler? Les subalternes peuvent-ils ou peuvent-elles se réparer? Ben, j'ai envie de dire, en vous écoutant, oui, à condition que la réparation ne soit pas une revendication. Que ce soit juste un acte de transgression, une action sur soi, par soi, sur soi et par soi. Je ne vois pas qui d'autre peut réparer, qui d'autre peut engager la réparation. C'était ça ma contribution. Oui, j'ajoutais à condition de l'entendre individuellement et collectivement. Oui. Parce qu'il ne s'agit pas de tomber dans je me répare moi-même tout seul, il faut justement des autres.
Rose. Je pense qu'il fonctionne, oui. Alors moi, ça me fait penser à l'opacité glissantienne, le droit, non pas de, dans un isolement ou dans un séparatisme, le droit de ne pas devoir revendiquer, the right not to claim, le droit de ne pas de saisir les choses par nous-mêmes et ne pas être toujours dans une posture de justification. Et glissant fait en sorte que mon pessimisme est à géométrie variable, justement. À l'interpellation de l'autre qui est toujours présente, qui est toujours là, par essence. Sur la scène d'interpellation. Et la scène d'interpellation interdit, en fait, si on y consent, elle interdit de parler à la première personne. On va, dans la scène d'interpellation, on va parler le langage de l'autre idiome, et c'est pour ça que justement il y a ces interpellations. C'est qui tu es dans mon langage, moi qui te pose la question. Et donc déjà, c'est une captation comment dirais-je, je dirais pas de l'identité parce que j'y crois pas vraiment, mais de l'affirmation de soi. Ça la rend impossible. Et je trouve qu'il faut toujours être vigilant. Moi-même, on me posait des questions aussi complètement stupides. Comment mes parents se sont rencontrés? Non, mais comment mes parents se sont rencontrés? Oui, il y a des scènes primitives, mais qui nous échappent. L'interpellation est aussi ce qui justifie un peu le pessimisme. Parce que l'interprétation, ça vient, à mon avis, de ce que moi j'ai appelé la verticalité absolue. La verticalité qui pose les références qui sont comme des absolus à partir desquels les minorités, quelles qu'elles soient, sont regardées. Tu entres dans un espace où tu es comme un invité, il faut que tu te présentes. C'est ce qui s'est passé chez toi récemment avec Trump qui demandait aux présidents africains de se présenter comme des élèves arrivés dans une classe, avec des notes pour un président d'un pays anglophone. Mais où est-ce que vous avez appris votre anglais? Parce que vous parlez l'anglais très très bien. Ouais. Je veux dire, à un moment, l'interpellation, pour en sortir, c'est déjà une utopie. Même quand on parle de glissant, glissant, toute la pensée glissantine, elle est accueillie où? Elle est accueillie quand même dans un centre vraiment majoritaire qui lui donne son éclat que récupèrent les personnes de son coin, tout simplement parce que glissant a été presque intronisé par les lieux de légitimation. Glissant, à Martinique seulement, n'aurait pas été glissant. Il parle lui-même du détour parisien, voilà. De la validation venue d'ailleurs. Donc l'interpellation, malgré notre vigilance, va demeurer quand même une réalité dans la mesure où, quand on est dans un espace aussi hiérarchisé, aussi, contrairement à ce qu'on pourrait penser, très, très, très racialisé, l'interprétation est très forte. Toi, tu viens d'une société où la pensée racialiste aussi est très, très présente. Si on est à Madagascar, un noir comme moi, ce n'est pas non plus aussi simple que ça, à partir du moment où on est dans une société non seulement très très coloriste, avec ceux qui sont de telle origine se revendiquent peut-être d'un passé plus glorieux que tel autre. Donc ça, je crois que ce n'est pas demain que ça va nécessairement changer, parce que nous avons eu le malheur ou le bonheur, je ne sais pas, d'être incorporés à un ensemble qui rejette
les minorités vers les marges. Nous réfléchissons à l'intérieur d'un ensemble dominant, même nos catégories, tous les mots que nous employons, la façon dont nous faisons circuler nos réflexions, c'est à l'intérieur d'un système dominant. Nous sommes à l'intérieur de ce système. Le système dominant européen, c'est Lévi-Strauss qui le décrivait comme ça, c'est un système anthropémique. Ça veut dire où on vomit les autres. Et ça renvoie, par exemple, dans le travail de Jean-François, au cannibalisme, qui est l'antithèse justement de l'anthropémie, c'est l'anthropophagie. Il faut avaler l'autre, on l'avale. C'était ma réflexion, j'allais parler d'anthropophagie. Le trop plein de l'autre qu'on a ingéré, on le vomit, puisque une fois qu'on l'a avalé, il prétend à être un peu nous. Il faut lui rappeler qu'il est l'autre. À un moment, le vrai problème, il est là. On nous attire vers l'identification et la fusion. Ensuite, on nous dit, le monde n'est possible que dans une altérité absolue. Tu es l'autre, c'est-à-dire tu ne seras jamais moi, et je ne souhaite même pas que tu sois moi, même si tu possèdes les mêmes catégories de réflexion que moi, reste qui tu es, c'est-à-dire situé vers une échelle assez basse de la verticalité au sommet de laquelle je domine. Voilà. Moi, je veux revenir sur l'interpellation. Et peut-être pour absoudre un peu les artistes de cette lourde responsabilité qui est la réparation, j'aimerais peut-être interpeller les communautés autour des artistes. Donc, les médiateurs, les historiens d'art, les commissaires, les critiques, enfin, tout cet écosystème, toute cette économie de l'art. Dans l'idée de... J'avais noté quelque chose à dire. Dans l'idée de... créer de nouveaux régimes de sens. Des régimes de sens à même de tenir en compte des conversations qu'on est en train d'avoir. Et qu'on ne soit pas uniquement pour sortir des manières conventionnelles de parler de la réparation. C'est exaspérant. Non, mais on a besoin. Je vais revenir dans le même mouvement circulaire. Alors, excusez mon esprit un peu synthétique parfois, mais si je devais qualifier le geste réparateur chez vous. Donc, moi, à mon sens, je ne sais pas si vous serez d'accord avec moi, chez Mbarak, il y a un terme qui me vient comme ça à l'esprit, c'est la circulation. Peut-être plus que d'autres termes. Et j'ai du mal, Jean-François, à trouver un terme. Polysémique. Polysémique. Je ne vous ai pas. Les appartenances aussi. Parce que ceux qui se présentent, qui sont débiteurs et qui se présentent comme créanciers, ils ont inventé justement un certain type de propriété, un certain type d'appropriation. Et il y a ce qui est propre et ce qui est impropre. J'entends pas seulement évidemment au sens matériel, mais après il y a un registre, un régime des impropriétés
eh bien, qui cantonne justement d'une nouvelle manière. Et la seule façon de déjouer le piège de cette imposition, eh bien, c'est la circulation. C'est pas juste de dire, par exemple, les Marocains du Sud d'un côté, avec les Marocains du plus sud de l'autre côté, etc., etc. Les Marocains du pays voisin, les Noirs du pays voisin, et finalement, et de façon en plus toujours marginalisée dans ces pays. Parce que bon, en Algérie, c'est pareil, hein, il n'y a pas de réflexion en fait, et même c'est complètement tabou. C'est-à-dire si je mets le sujet sur le tapis, eh bien immédiatement, je ne sais pas si le tapis va être suspendu pour faire tomber la question ou s'il est étendu et qu'on va mettre la question dessous. Mais il y a quelque chose qui se passe. Et parce que c'est une minorité dont on ne veut pas parler en Algérie. On veut parler d'une seule minorité, les Kabyles. En fait, c'est ça qui se passe. Dans tous les suds en fait, du Maghreb, il y a des communautés noires. En fait. En Tunisie, en Algérie, en Libye, en Égypte, il y a des communautés noires. C'est un témoignage peut-être collectif et un appel à un exercice d'écoute de ces communautés. Et je les vois, en fait, je présente en ce moment-là, il y a une exposition qui est ouverte à la galerie Salma Friani à Tunis, dans laquelle je traite justement ce qui se passe aujourd'hui, mais à partir d'un vue de l'histoire, de ce qui s'est passé, et en adoptant un peu un langage en fait des plantes, pour parler des circulations et parler de contexte actuel en fait en Tunisie comme au Maroc, en Afrique du Nord. Et je crois qu'il y a un parallélisme très fort à faire en fait. Comme il existe des espèces de plantes en fait qu'on qualifie même avec le nom marronnier, marronnage. C'est les mêmes actions en fait qui se retrouvent chez l'être humain. C'est les mêmes envies. C'est ces rapports en fait de solidarité en quelque sorte, de conjugaison, de partenaires en quelque sorte, de refuge, de médicaments, de pollinisation, de cette envie de circuler, de cette envie en fait même d'aller adopter l'invasion comme oui, voilà. J'ai perdu un peu ce que je voulais dire, mais c'est ça en fait. Et je vais rebondir sur la question du droit à l'opacité. C'est quelque chose que j'ai beaucoup aimé à Madagascar. C'est qu'il y a des mots qu'on ne peut jamais traduire, intraduisibles, comme le Fehavanan. Et c'est un mot qui échappe à la traduction. Et je trouve ça très très fort. Je trouve qu'il y a dans des contextes, dans plusieurs contextes, ce qui me touche le plus, c'est l'invisible. C'est la chose que je ne comprends pas. C'est l'incompréhension qui est une forme de seconde peau, en fait. C'est cette résistance à quelque chose. En fait, écoutons-nous, en fait, et écoutons les autres réalités parce qu'ils peuvent amener une conjugaison, une pluralité à ce modèle imposé de la civilisation. Parler des plantes m'amène à revenir de manière circulaire à la distinction, une distinction qu'on avait établie durant l'introduction, je pense, en parlant de deux types de réparation, une occidentale, enfin je vais vite, et c'est des catégories un peu faciles, mais la réparation aujourd'hui en Occident qui est vraiment basée sur l'anthropocène, étendre the agency, l'agentivité au non-humain, on parle de la réparation du vivant, et quelque part, dans nos contextes à nous, la réparation, le poids de l'histoire est tellement lourd, c'est comme si on nous empêchait de réfléchir à ces choses-là, et comme si aussi elles n'étaient pas constitutives de notre propre cosmogonie, de nos propres traditions, de nos propres pratiques. Donc voilà, c'est juste
quelque chose qui m'est revenu en tête avec la théorie des plantes. Je crois que votre pessimisme, on l'a beaucoup abordé, mais il vient aussi du fait que le préjudice, il est irréparable. En combien de siècles peut-on revenir sur ce préjudice-là? Et donc, quelque part, moi, j'aime beaucoup aussi ce concept d'opacité, et ça revient sur la question de la marchandisation et des agents aidants autour de ceux qui montrent l'art, qui font circuler l'art. Tout n'a pas vocation à être montré, et notamment être montré au regard dominant et blanc. Tout n'a pas vocation à être explicité. Et en fait, on peut s'extraire de ça, de ce regard, de cet héritage des expositions coloniales, des os humains, en restant aussi, en gardant pour nous nos signifiants, nos signifiances, et le sens qu'on donne au monde, aux phénomènes qui nous traversent, en fait. Donc je pense que et là, c'est ce qu'on fait aussi, on discute entre nous, il y a des associations sud-sud, il y a des circulations sud-sud, et même quand je dis sud-sud, c'est déjà en référence à un nord qui existe. Voilà, parce que le langage, il est colonisé aussi, mais on peut on peut tourner le dos à cela et ne pas mettre ce regard au centre de tout. Son agentivité de réparant, sa main qui nous répare, c'est ce préjudice-là, il est quelque part, il est tellement profond qu'il est irréparable à l'aune de l'humanité, à l'échelle de l'humanité. Tout ce qu'on peut faire, effectivement, c'est faire nos divagations, nos circulations, nos explorations pour nous. Non pas parce qu'elles peuvent réparer quelque chose, mais parce que c'est vital. En fait, si on ne fait pas ça, on crève. Et je pense que ces poches-là de collectif, d'ensemble, elles n'ont pas vocation tout le temps à être marchandisées, à être montrées, à être explicitées, exposées, etc. Merci. Je voulais juste regarder d'abord l'heure avant de... Oui. On a encore un peu de temps pour un ou deux derniers commentaires. Ou alors... Allez, très bien. C'est gentil. Ça a pris diverses formes, et moi, ce qui me fait vraiment plaisir, sincèrement, c'est qu'on a établi une petite réparation au niveau même du format. On est sorti de la table ronde, on a créé une halqa, donc merci à tous vraiment pour vos interventions. Et très bon salon, merci.